Bonjour à tous et merci infiniment de nous avoir associés à cet atelier de renforcement des capacités des personnels qui nous protègent dans ce pays. Nous sommes honorés d'avoir encore été sollicités par Ayen et donc toutes les parties prenantes pour pouvoir animer ces travaux et nous espérons qu'ils seront riches d'enseignements cette année encore. Donc nous avons l'honneur de vous parler aujourd'hui de santé mentale, prévention et prise en charge en rapport avec les violences basées sur le genre. Donc, je vais commencer par introduire un peu ces concepts et surtout présenter, n'est-ce pas, les liens, l'interconnexion entre trois notions. Et puis, ma chère consoeur, le docteur Njanjo, va vous entretenir sur, n'est-ce pas, la prise en charge. Et donc, notre présentation va se décliner selon le plan suivant. Et nous pouvons commencer en disant que il est question pour nous d'établir véritablement le lien de causalité entre la santé mentale, les violences basées sur le genre et les addictions. Il est quand même très important de relever que dans le monde, une personne sur 8 souffre de troubles mentaux et au Cameroun, on a quand même 10% de la population, n'est-ce pas, qui est impliquée dans des problématiques de troubles mentaux. Et nous avons seulement 11 psychiatres, médecins psychiatres au Cameroun pour 27 millions de Camerounais. Et ça, c'est seulement les médecins, mais on ne compte pas. Il y a également une carence en termes de professionnels de la santé mentale de manière générale dans notre pays. Et nous avons 75 millions de personnes à travers le monde qui consomment les substances psychoactives, les fameuses drogues. Et au Cameroun, les drogues les plus consommées sont le plus souvent l'alcool, le tabac, la cocaïne, le cannabis, n'est-ce pas? Et on retrouve chez ces consommateurs des facteurs de risque et de vulnérabilité tels que les fameuses violences basées sur le genre notamment. Et au Cameroun, on peut relever également qu'on a 56% de violences basées sur le genre avec un point ou alors une violence qui revient le plus, c'est des violences conjugales et puis également des jeunes filles qui sont engagées, n'est-ce pas, dans ce type de violence. Donc c'est très important pour nous de commencer d'abord par ce que nous estimons être finalement le point de départ. Il s'agit de la santé mentale. Mais finalement, on peut se demander qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale, c'est une notion transversale qui indique la santé de l'esprit euh, par opposition à la maladie mentale et par opposition également à la santé physique finalement, parce que la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel l'individu va pouvoir exprimer son potentiel et voilà, mener des activités de manière sereine dans la société, dans sa famille, partout où le besoin se fera sentir. Mais il faut dire qu'à côté de la santé mentale, il y a d'autres concepts clés qui sont très importants, le bien-être mental notamment. Donc être bien tout simplement, ne pas être inquiet et finalement on va se rendre compte que quand il y a une certaine inquiétude qui va devenir importante, on peut se retrouver avec des troubles par la suite. Donc le capital mental, ça va être aussi une sorte de compte en banque, n'est-ce pas? Le compte en banque euh, qui contient finalement les ressources que l'individu va avoir en termes de courage, en termes de résilience, en termes de finalement de capacité ou de compétences, si vous voulez, qui vont lui permettre eh bien, d'encaisser la vie, d'encaisser les situations de la vie de manière voilà, solide. Donc, pour maintenir un peu ce bien-être mental et ce capital mental, eh bien, il faut avoir un mode de vie sain sur le plan mental. Et ça implique un certain nombre de choses. Une qualité de vie, c'est, n'est-ce pas, une alimentation qui va être saine, un sommeil adéquat, une activité physique régulière. Donc, c'est un certain nombre de choses. Mais si finalement ces éléments ne sont pas rencontrés, on peut développer un problème de santé mentale qui peut dégénérer en trouble mental et puis on peut avoir un handicap
psychosocial ou bien handicap tout court. Donc vous voyez qu'il y a finalement une certaine escalade qui peut, n'est-ce pas, s'installer dans ces différents concepts avant la survenue d'un problème. Donc, la santé mentale, finalement, elle va être perturbée par le stress. Le stress, c'est un mot qu'on entend tous les jours. Je suis stressée, elle est stressée. Pourquoi est-ce que je suis stressée? Mais finalement, c'est très important de remettre le stress dans son contexte. Le stress, c'est une réaction normale d'adaptation de l'organisme à une situation donnée. Donc, le stress est normal. Si des bandits débarquent chez moi, comment est-ce que je vais réagir? J'aurai le cœur qui va s'accélérer, j'aurai des sueurs froides, j'aurai envie de prendre mes jambes à mon cou. J'aurai la même réaction si un véhicule manque de me renverser en route ou bien si j'ai une grosse frayeur. Donc, finalement, c'est une réaction, pardon, physiologique ou physique qui va se passer. Maintenant, il y a quand même différents types de stress. Il y a le stress aigu. Le stress aigu, c'est finalement celui dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a une situation urgente, ponctuelle, c'est un peu comme quand le réveil sonne. À ce moment-là, euh, l'organisme réagit. Mais il y a également le stress aigu épisodique, qui va être celui-là qui va venir de manière vraiment séquencée comme ça. Donc il y a une réaction de l'organisme, c'est un peu comme quand finalement le réveil va sonner plusieurs fois, il va falloir l'éteindre plusieurs fois. C'est un stress auquel on va finalement s'adapter, mais il est toujours du domaine de l'aigu. Et il y a le stress chronique, et à ce moment-là, ça peut commencer à dégénérer. Parce que le stress chronique, c'est finalement que quelqu'un va se retrouver de manière prolongée dans une situation de pression. Donc, ça peut être une relation toxique, ça peut être une situation difficile au travail, ça peut être euh, une situation également, voilà, un peu plus difficile comme celle qu'on peut voir par exemple dans le nozo. Donc, c'est une véritable pression, on va dire, qu'on va vivre comme ça de manière prolongée sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et de ce stress chronique peut déboucher l'état de stress post-traumatique, bien le stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est finalement le stress que quelqu'un va développer, quelqu'un qui aura vécu une situation traumatisante. Vraiment, c'est une situation traumatisante. Ce n'est pas qu'il a vu un film à la télé ou bien qu'on lui a raconté une histoire, c'est qu'il l'a vécu. Et là, je parle par exemple de nos soldats qui défendent, n'est-ce pas, nos, nos frontières dans ce conflit au Nozo. Donc quelqu'un qui du jour au lendemain voit son frère d'âme mourir, ou bien il a à abattre quelqu'un, ou bien il se retrouve dans une situation où il a été enfermé, il a vécu, n'est-ce pas, des sévices. Donc ce sont des éléments assez traumatisants et la personne peut développer un état de stress post-traumatique. Donc des symptômes, des signes qui vont apparaître, n'est-ce pas, à la suite de ce grand choc que la personne aura vécu. Mais il faut dire qu'il y a également le stress environnemental. Le stress environnemental englobe également un ensemble de choses. Par exemple, le bruit, la nuisance sonore. De plus en plus, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de bruit. Le bruit du klaxon dans la rue, le bruit des bars dans certains quartiers, dans certaines rues, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir parce que, effectivement, à partir d'une certaine heure, les bars sont ouverts, les cafés, les buvettes sont ouvertes de telle manière que on n'arrive plus à être tranquille chez soi. Et il y a également la pollution, n'est-ce pas, euh, qui peut être, n'est-ce pas, inhérente aux véhicules ou bien alors à certaines entreprises de fabrication. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent, n'est-ce pas, dans le stress environnemental. Et si on va également dans le relationnel, c'est-à-dire que les relations, comment sont les relations au travail ou bien les relations familiales, etc., ça rentre également dans le même registre de stress, n'est-ce pas, environnemental. Et donc, finalement,
le premier élément qui va perturber la santé mentale, c'est le stress, ou plutôt, le stress va venir, n'est-ce pas, voir un individu, ou alors la situation finalement va venir rencontrer un individu qui n'a pas suffisamment, n'est-ce pas, de capacité ou de ressources. Il va rencontrer cet individu qui a une banque euh, en termes de santé mentale qui est un peu pauvre. C'est-à-dire que peut-être la résilience n'est pas assez solide, il n'y a pas assez de courage, il n'y a pas assez d'estime de soi, etc. Donc ce sont des éléments qui finalement vont pouvoir aider l'individu à faire face à une situation stressante. Donc, on peut se retrouver dans plusieurs cas de figure. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une situation de la vie. C'est une situation qu'on peut imaginer de plusieurs manières. Ça peut être que, voilà, je suis un jeune diplômé et je n'ai pas encore de travail. On m'a pris à l'essai dans une entreprise, mais depuis 2 mois, on ne nous a pas payé. Entre-temps, j'ai peut-être une copine ou une épouse à la maison. Nous avons un enfant qu'il faut nourrir. Donc, il y a un loyer à payer, il y a des bouches à nourrir, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de situations à régler. Ou alors, j'ai été affecté dans une zone, je suis sans salaire depuis 2 ans, et puis je vais dans cette zone, je n'ai même pas les commodités. Donc, un problème de la vie. Et maintenant, le problème de la vie va générer de l'angoisse, ça va générer des sentiments qui vont être des sentiments négatifs, l'angoisse, la culpabilité, un certain mal-être. Donc, l'individu peut avoir une impression d'échec, se dire que vraiment, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Et finalement, il va se mettre à réfléchir à comment faire pour sortir de cette situation. Et dans ses recherches, dans ses réflexions, il y a deux options finalement qui s'offrent à lui. Il y a des solutions pérennes, c'est-à-dire qui vont aller vers ses ressources intrinsèques, et ça c'est ce qu'on encourage. Mais finalement, il y a également des solutions exutoires ou transitoires, c'est-à-dire que bon, de toutes les façons, comme je suis assis là, je n'ai pas d'argent, personne ne va venir me donner l'argent, donc je vais d'abord aller m'asseoir au bar pour boire, parce que de toute façon, en buvant, je vais même oublier que, voilà, il y a quelque chose, j'ai un loyer à payer, voilà, ça va un peu me calmer, et puis je vais réfléchir à cette histoire de loyer après. Et puis, c'est comme ça qu'on commence une consommation. Donc maintenant, la consommation en question va apporter un certain soulagement, un certain apaisement. Mais le problème sera toujours que cet apaisement sera éphémère, de courte durée. Et donc, après, n'est-ce pas, la chute finalement de ce sentiment d'euphorie ou de bien-être qu'on aura ressenti, les mêmes sentiments négatifs vont revenir, insatisfaction. Vraiment, je n'ai même pas d'argent. Je suis encore allé dépenser un peu d'argent au bar, alors que je n'ai pas d'argent. Je me retrouve toujours là. Les enfants n'ont pas mangé, etc. Comment faire? Et on se retrouve avec le même problème de la vie. Donc, c'est véritablement le cercle vicieux quand on se rend compte que la consommation va finalement être... donc, cette situation va être observée chez les consommateurs réguliers. Ça, il faut le préciser parce que dans le cadre de l'addiction, la consommation va être compulsive ou systématique. Donc, il y a une sorte d'escalade au niveau de la consommation. Donc, l'individu va passer finalement d'une consommation qui va être récréative, occasionnelle, et par la suite régulière et systématique ou compulsive. Maintenant, ça c'est sur le plan psychologique ou psychosocial qu'il y a cette particularité. On a parlé tout à l'heure de la santé mentale et on a parlé des ressources finalement qui sont dépassées, les ressources de l'individu qui vont être dépassées par la situation qu'il vit et il va, n'est-ce pas, chercher des solutions exutoires ou transitoires. Et maintenant, on va voir que même au niveau finalement du cerveau, il y a un certain nombre de choses
qui va se mettre en place, notamment au niveau de la zone de la récompense, qui est ici en orange. La zone de la récompense, c'est celle qui libère finalement la dopamine, qui est l'hormone du bien-être, et qui va être libérée quand l'individu va manger, va faire une activité physique, va être content de manière générale. Il y a une libération de la dopamine, ça c'est de manière naturelle. Maintenant, quand il y a une consommation de substances, ou bien quand il y a un comportement qui va devenir compulsif ou systématique, il y aura également une libération, n'est-ce pas, de cette dopamine, mais la dopamine va ici se libérer de manière beaucoup plus importante. Et ça, c'est vraiment le mécanisme principal qui va se mettre en place ou bien qui va se dérégler dans le cerveau. Il y a également la zone du jugement qui est donc en violet à l'avant du cerveau. Il y a une perturbation du jugement dans la consommation du substance, dans les addictions de manière générale. Et donc cette perturbation du jugement peut, n'est-ce pas, mettre l'individu dans une situation où il ne va plus arriver à catégoriser ou à prioriser, n'est-ce pas, les décisions, un certain nombre de choses de sa vie. Et il va se mettre dans une situation où il va avoir tendance à aller vers des activités qui tournent autour de la consommation. Donc, c'est très important de pouvoir relever ça. Et finalement, tout ça, c'était pour relever que l'addiction, c'est une maladie cérébrale chronique qui va être récidivante, qui est caractérisée par la dépendance finalement d'un individu à une substance ou à un comportement ou à une activité. Et ce, malgré, n'est-ce pas, la connaissance des effets délétères. Donc, l'OMS décrit également l'addiction comme une incapacité répétée quand un individu de se défaire, n'est-ce pas, d'une substance ou d'un comportement. Mais vous voyez que finalement, dans les addictions, il va y avoir cette dimension psychologique ou psychosociale et la dimension qui est renforcée finalement par la dimension physique également. C'est pour ça que l'individu va se retrouver un peu comme euh, pris au piège dans ce cercle vicieux. Et maintenant, on a donc deux types d'addictions, mais ça on l'a souligné, on a les addictions, n'est-ce pas, aux substances psychoactives, les fameuses drogues, les drogues légales, l'alcool, le tabac, le café, mais les drogues illégales également ou illicites comme la cocaïne, le cannabis, l'héroïne, d'autres drogues, mais il y a également certains médicaments finalement qui donc rentrent dans le même dans le même registre, notamment le tramadol, la morphine, le fentanyl, dont certaines substances qui vont finalement venir perturber de manière pérenne le fonctionnement du cerveau. Et les addictions comportementales, c'est souvent l'addiction au travail. Oui, il y a également l'addiction au travail, les jeux de hasard, les jeux vidéo, l'addiction au smartphone, l'addiction sexuelle et les troubles du comportement alimentaire, au premier rang desquels la boulimie et l'anorexie. Donc, finalement, c'est très important pour nous de finalement mettre en exergue euh, le cheminement ou bien le lien finalement de causalité qu'il y a entre toutes ces entités. Parce que dès que quelqu'un va être perturbé de manière pérenne dans sa santé mentale d'une certaine manière, l'organisme va un peu se mettre à développer finalement une sorte de mécanisme de défense, si vous voulez. Et dans le développement de ce mécanisme de défense, il peut avoir, n'est-ce pas, des conduites addictives qui vont se développer. Et en termes de violence basée sur le genre, vous savez que les violences de manière générale, on connaît les types de violences, la violence physique, la violence verbale, la violence économique, la violence psychologique. Donc, il y a plusieurs types de violences, mais on décrit quand même certains types qui sont spécifiques dans les violences basées sur le genre. Donc, on parle d'agression physique, on parle d'agression sexuelle, de viol. Et également, bon, le déni des ressources, c'est la violence économique, hein, la possibilité, on arrête de payer l'école, on arrête de fournir un certain confort, n'est-ce pas? La violence psychologique ou émotionnelle qui est souvent majorée ou amplifiée, si vous voulez, par la violence verbale. Parce que quand on dit à une petite fille ou on dit à une personne qu'elle elle est un moins que rien, elle est un vaut rien,
eh bien, cette personne va commencer à y croire et elle va développer un schéma de pensée dans lequel elle va commencer à se déprécier et c'est la porte ouverte pour le manque d'estime de soi. Et finalement, cette personne qui est en manque d'estime, en manque de confiance en soi, elle est plus vulnérable, n'est-ce pas, à toutes les situations désagréables qui vont se présenter à elle ou dans situations dans lesquelles elle sera même plus perméable. Elle sera, comment dire, dans une situation, dans une posture où elle va un peu se laisser faire parce que pour elle, ce sera comme si c'est normal. Parce qu'il peut avoir, n'est-ce pas, même un sentiment une volonté de s'auto-flageller parce qu'on est dans la culpabilité, on est dans la honte. Donc, il y a finalement plusieurs types de violences basées sur les genres. Et vous voyez que ici, cette diapo résume finalement les trois les trois entités, la santé mentale, la violence basée sur le genre, les addictions. Donc, considérons que la violence basée sur le genre, c'est une situation de la vie. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le mécanisme psychosocial. C'est une situation de la vie qui peut conduire à plusieurs choses. Une situation grave qui va mettre la personne dans un état de mal-être, dans un état de détresse, d'anxiété. Et il y a des émotions qui vont sortir. Ça peut être de la colère, ça peut être de la culpabilité, ça peut être des sentiments de honte. Et puis, ça va entraîner quoi? Des troubles du sommeil, la dépression, peut-être des reminiscences, c'est-à-dire que la personne va finalement toujours avoir à l'esprit ce qui s'était passé. C'est un peu comme des idées obsédantes qui vont revenir comme ça. Ça peut être des cauchemars. Et finalement, peut-être un état de stress post-traumatique, comme on disait tout à l'heure, dans les cas de situations traumatiques, dans les violences basées sur le genre, quand on se rappelle qu'on a vécu un viol ou on a vécu, n'est-ce pas, une agression très violente, et dans la tentative finalement de s'échapper de cette réalité horrible, on va avoir les troubles liés à l'usage des substances, la fameuse consommation de drogue. Donc c'est vraiment un cercle absolument vicieux dans lequel la personne va finalement rester enfermée, rester cloîtrée. C'est pour ça que c'est très important pour nous de pouvoir, au cours de l'évaluation de l'individu, identifier toutes les problématiques et les adresser pour que la prise en charge soit efficiente, holistique et que finalement qu'on puisse, n'est-ce pas, répondre à cette victime qu'on aura devant soi. Donc pour nous, c'était très important de pouvoir faire le lien, de montrer cette boucle vicieuse qui s'installe dans le cadre des victimes basées sur le genre, des violences basées sur le genre, pardon. Et il faut dire que finalement, comment, n'est-ce pas, pallier, et là j'annonce, et là c'est pour annoncer donc l'entrée en matière du docteur Janjo qui va nous donner de belles leçons, de belles expériences en termes de prise en charge. Mais nous, on va s'arrêter, n'est-ce pas, à la prévention. Donc, en termes de prévention primaire, nous allons parler de la gestion du stress. Parce que finalement, on a vu que le stress, c'est le premier élément perturbateur de notre santé mentale. Et on l'a dit, ça commence par une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière et la gestion du temps. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour les loisirs et le temps de sommeil, très important, un sommeil réparateur. Mais il faut également parler de communication non violente, au cours de laquelle on va véritablement pouvoir adresser des problèmes avec la bonne manière, pour qu'il y ait véritablement une communication qui puisse qui puisse améliorer finalement les rapports humains. Ça, c'est très important. Et la parentalité positive. La communication non violente est une composante de la parentalité positive pour que finalement la jeune personne qui grandit puisse avoir toutes les ressources dont elle a besoin en termes de besoins psychologiques pour qu'elle puisse grandir avec une certaine confiance en soi, avec un sentiment de sécurité, un sentiment d'efficacité et qu'elle soit véritablement plus forte, plus résiliente face, n'est-ce pas, à l'adversité qu'elle pourra rencontrer. Et puis finalement adresser tous les problèmes de santé mentale. Donc dès qu'on sent qu'il y a finalement
quelque chose qui ne va pas, c'est encore mieux d'en parler, c'est encore mieux de trouver un spécialiste de la santé mentale pour pouvoir véritablement adresser ce problème. Donc, je voudrais terminer en disant que engageons-nous. Engageons-nous contre les violences basées sur le genre. De la meilleure des manières, il s'agit finalement d'agir à plusieurs niveaux et je salue encore une fois cette initiative qui va permettre de renforcer, n'est-ce pas, les capacités des personnels qui sont ici aujourd'hui et qui vont pouvoir véritablement avoir un peu plus de recul et la meilleure approche dans la prise en charge de cette problématique. Et je vous remercie pour votre aimable attention.